merci beaucoup de l'invitation à participer à ces rencontres. C'est un petit peu compliqué de prendre la parole finalement pour reprendre le cours du récit après le grand témoin et sans le talent de celui-ci. Donc on va essayer. Et quelque part, en fait, on raconte la même histoire, peut-être avec des mots, avec une entrée différente. Pour répondre directement à votre question, l'Anthropocène, bien que je pense que le mot est maintenant suffisamment popularisé pour que la plupart dans la salle sachent de quoi il est question, mais pour le dire simplement, l'Anthropocène, c'est quoi? C'est d'abord un terme qui est popularisé dans les années 2000 par un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen. Et Paul Crutzen, finalement, fait le constat que l'on fait depuis 2 jours, à savoir l'homme, par ses activités, par son impact, par son empreinte sur la planète, a pris une telle dimension qu'il est obligé d'être considéré comme un élément naturel à l'aune des volcans, des tempêtes, de tout un tas d'éléments naturels. Alors vous allez dire, tout ça pour ça. Alors si ce n'est que le tout ça pour ça, en fait il est assez vertigineux et je pense que le témoignage d'Arnaud vous l'illustrera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... alors, sachez d'abord que l'Anthropocène, aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, n'a pas encore été reconnu comme une nouvelle ère qui remplacerait l'Holocène. C'est toujours en débat. La Société scientifique internationale, en l'occurrence l'Union internationale de stratigraphie, n'a pas encore statué sur le fait que nous étions rentrés dans une nouvelle ère qui succède à l'Holocène. Mais finalement, ce qui est intéressant dans l'Anthropocène, c'est pas tant ce passage entre 2 ères géologiques, c'est tous les développements philosophiques, culturels, scientifiques auxquels il donne lieu en sciences sociales. Alors évidemment, j'avais un pense-bête, mais je vais devoir m'en passer. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'à partir du moment où l'Anthropocène devient finalement une matrice critique de la société moderne, au vu du sondage et du consensus autour de changer de modèle de société, changer de modèle de société, c'est abandonner la société qui a émergé dans la modernité pour basculer dans ce que l'on appelle le paradigme anthropocène. Ce paradigme anthropocène, il pose un certain problème. Parce qu'en général, les paradigmes, un paradigme c'est quoi? C'est un ensemble de valeurs, un ensemble de pratiques, un ensemble d'idées, un ensemble culturel que l'on partage et qui nous permet de trouver notre place dans le monde. En général, les changements de paradigme, on les constate plutôt après. Dit autrement, les travaux de Michel Foucault sur l'archéologie du savoir ont très bien expliqué comment on était passé du paradigme classique au paradigme moderne. Par contre, aujourd'hui, personne n'est encore capable de dire la manière dont on va passer du paradigme moderne au paradigme anthropocène. Alors, il y a certaines pistes, d'ailleurs, vous en avez vous-même, vous en suivez quelques-unes, mais dire demain, le paradigme anthropocène, ce sera ça, ce sera telle valeur, ce sera telle manière de produire, telle manière de consommer ou de ne pas consommer, telle manière de vivre sur Terre, ça reste complètement à inventer. Alors, il y a des anthropologues aussi qui ont tenté de décrire ces paradigmes. Je pense par exemple aux travaux de Descola sur les Indiens Achuar en Amazonie, et il a très bien montré que finalement, le rapport que nous avons avec la nature, le rapport que nous avons avec le monde est avant tout culturel, et que dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, la relation qui est la nôtre et dont on sait qu'elle n'est pas durable est pensée tout à fait différemment. Nous, ce qu'il nous reste à faire, ce n'est pas un travail d'anthropologue, ce n'est pas un travail d'historien, c'est un travail de prospectiviste, si vous me permettez ce mot, c'est d'inventer ce paradigme anthropocène et d'inventer une nouvelle histoire. Aujourd'hui, l'histoire de l'anthropocène, ou le récit naturel, je dirais, de l'anthropocène, c'est l'effondrement. Parce que si l'anthropocène, c'est la suite logique de la modernité et de la manière dont l'homme se comporte avec la nature, je ne vais pas dire que la messe est dite, mais si, la messe est dite. Donc le vrai défi de l'anthropocène, c'est comment on change notre système de valeurs, notre système de pensée,
notre catégorisation du monde, notre cadre d'action pour éviter cet effondrement. Bon, excusez-moi, je vous replonge dans les mots déjà très largement décrits hier, mais c'est bien pour montrer l'enjeu. Certains s'y essayent. Bruno Latour a déjà abondamment été cité. Alors pourquoi il a été cité? Parce qu'avec son petit ouvrage, et petit ne vaut que pour la taille de l'ouvrage, pas pour l'ambition, Atterrir, Bruno Latour tente de mettre les pieds dans cette épreuve de définition du paradigme anthropocène. Et vous connaissez le terme, hein, il dit il va falloir atterrir. Et derrière ce terme atterrir, en fait, il y a évidemment nous, géographes, acteurs territoriaux, on le voit d'une certaine façon, mais il y a deux choses. Bruno Latour dit, il va falloir changer la manière de s'orienter dans le monde. Donc c'est bien une révolution culturelle globale auquel Bruno Latour a tenté de contribuer à travers son ouvrage. Et puis il nous dit aussi, et c'est là où nous allons atterrir, c'est le cas de le dire, pour opérer ce changement global, le territoire, l'approche locale ou régionale, au sens géographique du terme, est tout à fait pertinente. Et quelque part, il nous dit aussi, et c'est ce que Cyril Dion dit aussi, toutes les occasions sont bonnes à prendre pour atterrir. Dit autrement, il ne s'agit pas de dire c'est le SRADET, c'est la région, c'est l'État, c'est... Non. En fait, toutes les occasions sont à saisir pour atterrir. Dit autrement, et vous voyez où je veux en venir, c'est assez gros, les SCOT sont par nature une occasion qui se présente à nous pour penser cet atterrissage. Et je rentre dans l'explication de la commande. Le CGET pour lequel je travaille a donc passé une commande à un groupe d'élèves qu'Arnaud représente ici, du centre Michel Serres, en leur disant « Vous voulez faire de la prospective, vous êtes designer, vous êtes un groupe pluridisciplinaire et surtout vous êtes jeune, vous avez encore la force de l'étonnement avec vous et vous avez envie de construire un nouveau monde. Voilà le défi, imaginez le SCOT de l'Anthropocène. » Arnaud, à toi. Je m'appelle Arnaud, je suis étudiant au centre Michel Serres, qui est un centre en innovation à Paris. Et je viens vous raconter une histoire que j'ai vécue. C'est l'histoire du projet collectif aménagé, habité, composé avec le territoire à l'ère anthropocène. C'est à la fois en tant qu'étudiant, que citoyen, mais aussi qu'être humain que je viens vous parler aujourd'hui, et je viens vous relater cette expérience des 5 derniers mois. C'est une histoire parce que raconter 5 mois de projet en 10 minutes, c'est pas possible. Alors, plutôt que de vous exposer des solutions, on a préféré vous parler des réflexions. Avec mes camarades, donc 6 autres personnes qui ont des disciplines différentes, on est monté dans un avion. L'avion du monde moderne, et très vite, on a compris qu'il était en échec, qu'il était en feu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on tente de le réparer, soit on trouve un parachute et on accepte de sauter. Répondre aux défis de l'Anthropocène, ça n'appelle pas simplement à des simples transitions. C'est une rupture qu'il faut, un véritable changement de paradigme. Donc ça nous a posé beaucoup de questions. Comment repenser la relation de l'homme à ce qui l'entoure? Comment accepter notre impact et faire des choix qui sont en conséquence? Comment et sur quoi faire projet ensemble? Pour reprendre la métaphore de l'avion, la porte de secours, elle vient de s'ouvrir. Il y a un océan de nuages qui s'étale sous nos yeux et il est impossible de voir clairement ce qui se cache. Notre cours, c'est la projection par l'imaginaire. On a choisi de ne pas céder aux sirènes de la collapsologie qui ont tenté de nous charmer, parce que pour nous, il y a un avenir possible. Entre capitulation et opportunité, on a choisi le potentiel. On a choisi de faire ce pari du saut dans le vide, plutôt qu'une énième réparation de fortune. Pour paraphraser Gunther Anders, si on n'est pas désespéré, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Alors selon nous, le moment clé, celui où tout se joue, c'est la fraction de seconde avant le saut. On a choisi de le nommer passage. C'est un terme plein d'espoir, c'est une renaissance. Parce que actuellement, moi j'ai encore l'espoir d'avoir des enfants, personnellement. Mais pour passer en Anthropocène, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde du monde moderne? Qu'est-ce que j'en abandonne? Qu'est-ce qu'il faut faire évoluer? Qu'est-ce qu'il faut inventer? Quel tri dans les outils qui existent déjà? Pour trier, il faut d'abord évaluer. Pour ça, il faut s'immerger complètement dans ce nouveau paradigme qu'est l'Anthropocène. Rémi Beau, un chercheur et philosophe qui est spécialiste de cette ère, il nous racontait que plonger en Anthropocène, ça ramène très souvent les explorateurs vers des pensées qui sont très modernes.
Donc si l'Anthropocène est un nouveau chapitre, il s'agit d'écrire les premières pages avec des outils nouveaux, de faire une place à des nouveaux auteurs, des nouveaux contributeurs, de raconter des histoires différentes. C'est à ce moment du projet qu'on a croisé le SCOT. Plus précisément, le SCOT des Vosges centrales. Comme le passage à l'ère Anthropocène impacte potentiellement tous les champs de l'activité humaine et du territoire, cette rencontre était inéluctable. On a arpenté le territoire, on a rencontré longuement les équipes du SCOT, et d'ailleurs j'en profite pour les remercier, à la fois pour leur accueil et leur temps qu'ils nous ont offert. Pourquoi et comment faire se rencontrer SCOT et Anthropocène? Tout d'abord parce que l'échelle du SCOT, elle résonne avec nos considérations. C'est une échelle qui est à la fois organisationnelle et sensible, qui mêle individus et collectifs et regroupe des acteurs et des typologies de territoires variés. Ensuite, c'est parce que c'est un outil qui génère des règles, des normes. On les a appelées des « il faut ». Comment, dans un cadre anthropocène, le SCOT pourrait-il accompagner la génération et l'écriture de nouveaux récits? Pour cela, on se propose de croiser les « il faut » avec des « et si ». On s'est donné la liberté de convoquer de nouveaux acteurs, de nouvelles thématiques, pour imaginer cette double contrainte qui est Anthropocène et SCOT, les nouveaux récits. On souhaite marier le rationnel et le sensible, l'expert et le profane, l'humain et le milieu dans une démarche qui est centrée utilisateur, qu'on a empruntée au design. Noétie parie donc sur l'inclusion du citoyen acteur, un citoyen au service de tous et de l'écosystème. Demain, tous les vivants doivent être compris dans le SCOT. Je vous propose donc à présent de survoler 3 de Noétie. Et si on changeait la représentation que l'on ancre du territoire? Discuter du territoire, c'est trouver des représentations, des médiations qui peuvent supporter des échanges. L'échelle du temps et la représentation géographique omniprésente nous sont apparus comme étant des freins pendant notre immersion. Ces éléments, ils cantonnent la compréhension aux experts et aux proches de l'organisation. Ça bloque celle de l'habitant qui ne perçoit pas le territoire de la même manière. Comment faire une place à des représentations qui intègrent du ressenti, de la subjectivité et qui enrichissent la perception d'un territoire? Comment fusionner des représentations expertes et d'autres liées à une maîtrise de l'usage? Comment faire une place tout bêtement au non-humain? Les cartes d'aujourd'hui abordent le territoire de manière très pragmatique. Elles permettent de percevoir les distances, les routes, les reliefs, etc. Elles cristallisent tout ce qui est l'aspect pratique. Pourtant, comprendre un territoire dans toutes ses dimensions, ça nécessite selon nous de dépasser cet aspect qui est purement objectif. Comment sinon on peut parler de paysage, de ressenti ou même ne serait-ce que d'agrément? Changer de regard sur le territoire, ça passe sans doute par la production de représentations qui sont plus sensibles. C'est associer les acteurs du territoire qui sont experts de leur quotidien à ce travail, même si ça amène une difficulté supplémentaire. L'aspect subjectif, il se superpose à la dimension sensible. Et ces cartes subjectives, elles sont très riches. Elles révèlent d'autres dimensions. Des états d'esprit lors des déplacements, des habitudes surprenantes, des sensibilités à des ambiances. En quelque sorte, c'est le chemin de l'âne et toutes les informations qui peuvent et doivent outiller l'aménagement du territoire. À l'heure de l'Anthropocène, on doit avoir la flexibilité qui permet de jongler entre différentes formes de représentation. Collecter des données objectives, c'est un premier pas, mais faire émerger et collecter d'autres formes de données, puis les rendre visibles et accessibles, permettra de mettre en relation différents points de vue sur un territoire pour en faire émerger une vision qui sera beaucoup plus sincère. Ça permet aussi d'intégrer d'autres formes de points de vue, comme par exemple celui de non-humain. Et si on élargissait le SCOT à des thématiques qui sont moins rationnelles? Dans les SCOT que nous avons étudiés, ce sont d'abord les moyens rationnels de faire territoire qui sont abordés, pour voir le territoire en énergie, penser la mobilité entre les pôles, etc. Le SCOT ne gagnerait-il pas à intégrer des thématiques plus sensibles ou qui agglomèrent à la fois une dimension rationnelle et une dimension sensible? L'alimentation, qui mêle des questions de production, de transformation, de distribution, de consommation, est un exemple de ces thématiques. L'agriculture est bien présente dans les SCOT que nous avons étudiés, mais l'alimentation était très peu présente. On a tous besoin de se nourrir. La cuisine, elle porte une dimension culturelle très importante, et il s'agit là pour nous d'un levier très fort pour toucher l'ensemble de la population. Hier et aujourd'hui, on a cultivé, transformé, développé des habitudes et fait des choix alimentaires que demain, on devra sûrement repenser. Manger, mais aussi produire et échanger autrement. Aujourd'hui, en France, 50% de notre alimentation est importée. Alors que et comment mangerons-nous demain? Au-delà d'une production qui est plus respectueuse du milieu, utilisant sans doute moins d'intrants et de pesticides, les collectivités, les habitants, les agriculteurs, les restaurateurs, ils doivent développer une intelligence et une sensibilité collective pour l'alimentation. Production locale à des échelles différenciées, première transformation rapide pour éviter les pertes, sont déjà des démarches qui sont sur les rails et qui convient sans doute d'encourager. Pourtant, ces outils, aussi pertinents soient-ils, peuvent rapidement se montrer très modernes. S'inspirer de la biodynamie pour imaginer la valorisation de déchets agricoles
soit par des porcins ou des bovins, est-ce qu'on ne replace pas là l'animal au service de notre besoin, de notre désir de production? Développer une culture de l'anthropocène, une culture anthropocène de l'alimentation, c'est imaginer une approche où l'homme n'est pas au centre, et ça dans le respect des sensibilités locales. Il faut re-questionner le terroir, non pas dans sa spécialisation par l'homme, mais dans une capacité d'expression nouvelle, presque symbiotique. Si on cherche à répondre à nos besoins avant tout, on ne peut pas se positionner en équilibre dans notre milieu. Il est donc nécessaire de laisser une place à l'autre, à ne pas chercher le contrôle absolu. Le Scott, à son échelle, a la capacité d'articuler des sensibilités locales à une rationalisation des moyens pour réussir ce passage en anthropocène. De la même manière, on pense à intégrer d'autres thèmes encore, la santé, le bien-être, l'éducation, la mutualisation, qui sont des thématiques où le rationnel croise le sensible, et ça dans une démarche qui peut être féconde. Et si le Scott devenait générateur d'expérimentation à petite échelle? Le droit à l'expérimentation est inscrit dans la Constitution, mais il est très peu utilisé car il est très contraignant. Par exemple, la nécessité de validation par l'État, la restriction à des catégories qui sont bien précises, l'obligation de reproductibilité qui nie les différences des territoires. Pourtant, l'expérimentation semble une des possibilités de saut dans l'anthropocène. Il est nécessaire pour cela de générer des connaissances nouvelles, de l'expérience et de façonner des modes de partage. Aujourd'hui, il existe une multitude d'initiatives qui sont portées par des esprits volontaires et désireux de changement. Mais la pérennisation et le partage de ces initiatives, elles restent très complexes. Est-ce que le Scott ne pourrait pas endosser ce rôle de protecteur et de diffuseur? Voire même, est-ce qu'il ne pourrait pas devenir générateur d'idées, générateur de possibilités pour l'avenir? S'il faut apprendre à avancer sans savoir exactement où on va, accepter de prendre le chemin et de construire pas à pas, il faut stimuler les personnes qui sont prêtes à avancer, prêtes à essayer. On est certes dans un brouillard où le chemin n'apparaît pas, mais est-ce que c'est une raison pour rester dans cet avion qui est en flammes? Et si le Scott venait permettre d'accentuer l'expérimentation citoyenne, lui donner un îlot sur lequel se développer un îlot qui s'extrait des normes, des règles qui sont déjà établies, pour pouvoir pousser vers la création du nouveau? C'est ce qu'on a appelé le principe du Scott parapluie. Faire que le Scott protège l'écriture de nouveaux récits, la pluralité des avenirs, et même si on n'a pas la certitude que ce sont les bons. L'enjeu, c'est aussi de mieux intégrer les acteurs à leur milieu, de renforcer un lien. Vous parlez beaucoup de déconnexion, c'est peut-être là l'occasion. Aujourd'hui, la connaissance et l'implication citoyenne dans le Scott, ils sont quasi nuls. Aussi, l'ouverture et la communication de l'expérimentation au plus grand nombre d'acteurs possible, ça peut créer un regain d'intérêt. Personnellement, avant le projet, je ne connaissais pas le Scott. Cela peut permettre aussi de construire un espace collectif local, en toute transparence, d'en renforcer la cohérence et de générer de nouveaux savoirs à partir des expérimentations qui seraient conduites par les citoyens. Pour développer notre résilience collective, on doit se munir de possibilités d'adaptation et pour ça, il faut faire émerger, permettre, accompagner, participer à des évaluations. La distribution des rôles de chacun en échangé, l'expert et le citoyen travaillent ensemble, mais différemment. Pour conclure, il est difficile de vous faire partager toutes les interrogations et tous les sujets qu'on a abordés en 5 mois. S'il fallait retenir qu'un seul enseignement, il tient sans doute à la phrase qu'on s'est le plus opposés les uns aux autres durant le projet, c'est-à-dire « c'est très moderne comme vision ». Travailler le passage, ça a été un moment riche et parfois très difficile. On a beaucoup débattu, on s'est un peu dépouillé. Ça nous a conforté dans l'idée qu'avant de chercher des solutions, il est primordial qu'on construise un cadre dans lequel l'homme est placé à une position nouvelle, à la fois vis-à-vis du milieu, mais aussi des autres êtres. Sinon, les vieux réflexes qu'on a l'habitude d'avoir, ces réflexes modernes, vont se réinviter très vite fait. Merci de votre attention.